Bien, bonjour à tous. Je tiens avant de commencer à remercier chaleureusement les organisateurs de ces journées pour leur invitation à présenter. Donc, ma présentation aujourd'hui va porter sur une étude d'acteurs bibliométrie brevet qui a été réalisée à l'Observatoire des micro- et nanotechnologies sur les nanoparticules multifonctionnelles dans le domaine de la santé. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement l'OMNT, qui est une unité mixte de services CNRS-CEA située à Grenoble et qui a été créée en 2005. Grâce à son réseau unique de plus de 300 experts répartis sur toute la France, l'OMNT réalise une veille scientifique en continu et en temps réel. On a ainsi 15 groupes de travail pluridisciplinaires répartis en 4 grandes familles de thématiques. La famille sciences du vivant, dont j'ai en charge l'animation, qui représente 3 groupes de travail. La famille énergie, qui représente également 3 groupes de travail. La famille procédés et dispositifs amont, qui représente 5 groupes de travail, et la famille nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui représente 4 groupes de travail. Ça représente à peu près 5 réunions par an et par groupe, de sorte à couvrir au maximum les thèmes clés des micro- et nanotechnologies. Alors, l'activité de l'OMNT est visible à travers différents outils et actions au service de la recherche. Donc, on a à peu près 4 documents de veille trimestriels par an pour chaque famille, qui sont des compilations de commentaires d'articles réalisés par les experts. Donc ça représente plus de 500 publications par an sélectionnées et commentées par nos différents experts. C'est également une synthèse annuelle, chaque année, qui fait le bilan de l'année, soit via des articles état de l'art, soit pour faire état des dernières tendances et perspectives sur l'ensemble des sujets traités par l'OMNT. Donc s'il y en a que ça intéresse de voir à quoi ressemble la synthèse annuelle, j'en ai pris une avec moi. Ça représente un pavé d'à peu près 260 pages avec souvent plus de 160 contributeurs experts. Donc, ces différents contenus sont consultables sur notre site BiblioMNT, donc sans restriction pour les documents de plus d'1 an et avec un code d'accès pour les documents de moins d'1 an pour les personnels CNRS, CEA, unités mixtes et également les abonnés. Enfin, l'OMNT, c'est également un séminaire annuel qui a lieu chaque année au mois de février à Paris, des newsletters, dont une mensuelle dans le domaine de la nanosécurité. C'est également des séminaires thématiques sur des sujets émergents et souvent pluridisciplinaires. Et également, on a une nouvelle activité en cours de développement qui est de réaliser des études d'acteurs bibliométrie brevet, éventuellement des études technico-économiques, en faisant appui sur notre réseau d'experts pour des analyses plus construites. Également en faisant appel à des compétences complémentaires technico-économiques, marketing, innovation. Et c'est dans le cadre du développement de cette nouvelle activité qu'on a réalisé une première étude sur les nanoparticules multifonctionnelles dans le domaine de la santé. Alors les nanoparticules multifonctionnelles, pour vous les présenter rapidement, c'est l'ensemble des objets de taille nanométrique caractérisés par une large palette de propriétés complémentaires. Donc, par exemple, sur une même particule, on peut associer un chargement en principe actif à visée thérapeutique, avec un chargement, par exemple, en agent de contraste pour faire de l'imagerie et donc du diagnostic. Et le tout, on peut également associer en plus, par exemple, un anticorps pour faire de la vectorisation. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres de construction possible de nanoparticules multifonctionnelles. Alors pourquoi utiliser les nanoparticules multifonctionnelles? Déjà parce que leur taille réduite est adaptée à l'exploration in vivo et leur caractère multifonctionnel leur confère un certain avantage pour de nombreuses applications potentielles dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que ces nanoparticules multifonctionnelles ont un réel potentiel en nanomédecine, notamment dans le cadre de la personnalisation du traitement, par exemple grâce au guidage de la thérapie par l'imagerie. Et il est vrai que depuis les années 90, on assiste à une intensification de l'activité de recherche et à une complexification croissante des particules, notamment en modulant la forme, la taille, la composition chimique, pour avoir des fonctions toujours plus sophistiquées. Alors l'objectif de l'étude était d'identifier à travers une étude quantitative des publications scientifiques et des brevets les principaux acteurs internationaux travaillant sur les nanoparticules multifonctionnelles dans le domaine de la santé. L'idée était d'y voir plus clair face à la multiplication des travaux de recherche sur cette thématique. Alors, en ce qui concerne la méthodologie de l'étude, on a dans un premier temps défini des listes de mots-clés avec l'aide de nos experts. On a vraiment recherché l'exhaustivité, mais c'est vrai qu'on a été confronté
une certaine difficulté à rassembler l'ensemble des mots-clés utilisés par la communauté travaillant sur les nanoparticules multifonctionnelles, tant le sujet est vaste. Et il est vrai que cette notion de multifonctionnalité était difficile à cerner et à délimiter, puisque le vocabulaire utilisé ne fait pas encore consensus. Donc il est possible que nos données chiffrées sous-estiment légèrement la réalité, mais les tendances et ordres de grandeur présentés ne sont pas remis en cause. Dans ce contexte, la segmentation du sujet a donc été nécessaire pour mener à bien l'étude. Et nous avons fait sans cesse un parallélisme entre bibliométrie brevet, avec l'étude bibliométrique qui a été réalisée sur la base de données Scopus et l'étude brevet qui a été réalisée sur la base de données Orbit. Et les résultats datent de mars 2013, sachant que les données brevet 2011-2012, au moment où a été réalisée l'étude, sont incomplètes. Alors nous avons fait une segmentation de l'étude selon 3 paramètres qui a été approuvée par les experts, selon la nature des nanoparticules multifonctionnelles, selon leur fonction ou selon la famille de pathologies visées. Je détaillerai au fur et à mesure un peu plus les différents sous-segments de ces différents segments. Et également, nous avons réalisé pas mal de croisements entre ces 3 segments, donc je vous présenterai les résultats par la suite. Donc maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats et quasiment l'ensemble des analyses et conclusions de l'étude. Donc pour me conformer au temps imparti, les diagrammes de résultats présentés concerneront principalement les publications. Alors avant de rentrer dans le détail des segments, nous avons dans un premier temps effectué une analyse des nanoparticules multifonctionnelles en général. Donc vous avez représenté ici l'évolution au cours du temps entre 2001 et 2012 des volumes de publications à gauche et des volumes de familles de brevets à droite, avec en noir les données à l'échelle mondiale, en bleu les données à l'échelle européenne et en rose les données à l'échelle France. Alors il est vrai qu'on a assisté en fait à un démarrage réel de l'édition des publications et des dépôts de brevets sur cette thématique au début des années 2000. Et comme on peut le voir, où c'est plus net au niveau des publications, on a une croissance importante et continue des volumes de publications sur les nanoparticules multifonctionnelles à l'image des nanoparticules simples, c'est-à-dire non multifonctionnelles, représentées sur la courbe en bleu turquoise, mais dans des proportions moindres si on compare les échelles à droite et à gauche sur chacun des graphes. Cette première étape nous a permis de constituer un corpus de référence de plus de 12 000 publications et de plus de 680 familles de brevets, à savoir que l'Europe représente 27% des publications et 15% des familles de brevets. Alors en ce qui concerne les principaux acteurs sur les nanoparticules multifonctionnelles, aussi bien pour les publications que pour les brevets, et aussi bien pour les auteurs que pour leurs affiliations, tous sont américains, donc à savoir États-Unis et Canada, ou asiatiques avec la Chine, la Corée, Singapour et Japon. Le top 3 des publiants en termes d'affiliation, qui représentent plus de 125 publications, sont le MIT, l'Université du Texas et la Chinese Academy of Sciences. Et vous avez également ici le top 3 des publiants en termes d'auteurs avec plus de 50 publications, avec Hideyoshi Arashima de l'Université Hokkaido au Japon, Shamini de l'Université Emory aux États-Unis et Ralph Weisleder de la Harvard Medical School aux États-Unis. En ce qui concerne les principaux déposants de brevets, dans le top 3 des déposants de brevets, on retrouve le gouvernement américain et ses instituts sur la santé, dont le NIH, les universités de Shanghai et les universités de Séoul. On a constaté qu'il y avait peu de brevets par déposant, souvent inférieurs à 20 brevets au-delà du top 3. Il y avait peu de collaboration en place entre les différents déposants, et ces déposants étaient essentiellement académiques, puisque le premier industriel se trouve en 8e position, et c'est General Electric, ce qui montre le caractère finalement encore amont du sujet. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu plus à nos différents segments, donc si on s'intéresse à la nature des nanoparticules multifonctionnelles, on a sous-segmenté ces différentes natures en nanoparticules multifonctionnelles organiques, nanoparticules multifonctionnelles inorganiques et les nanoparticules multifonctionnelles hybrides composées à la fois de constituants organiques et inorganiques. Et on a également sous-segmenté pour certaines études chacun de ces différents segments, sachant que les nanoparticules multifonctionnelles hybrides représentent à la fois les sous-segments
des nanoparticules organiques et des nanoparticules inorganiques. Alors vous avez ici quelques exemples de résultats concernant les publications. Donc les différents volumes et proportions pour chaque nature de nanoparticules multifonctionnelles. Alors on a gardé le même code couleur à chaque fois que celui présenté avant. Vous avez ici l'évolution au cours du temps pour chaque nature de nanoparticules multifonctionnelles entre 2001 et 2012 des volumes de publication. Et également, on a pour chaque sous-segment recherché les volumes de publication, donc par exemple ici pour le cas des nanoparticules multifonctionnelles hybrides. À cela s'ajoutent également pour les 3 natures de nanoparticules les journaux dans lesquels les articles sont publiés, les affiliations en termes de aussi bien pour les publications et brevets et les auteurs pour les publications. Alors quelles sont les conclusions qu'on en a tirées de ces différents résultats? Tout d'abord, dans les publications, on a constaté que les nanoparticules multifonctionnelles organiques, qui sont plus anciennes, conservent un avantage en termes de volume, puisqu'elles représentent 42% des publications, contre 34% pour les inorganiques, mais également en termes d'avance applicative, puisque les nanoparticules multifonctionnelles organiques se retrouvent plus dans des journaux dédiés aux applications médicales et pharmaceutiques, alors que les inorganiques se retrouvent plus dans des journaux amont ou matériaux. Bon, ce qu'on pressentait avant de commencer l'étude, mais ça nous a donné avec des données chiffrées. On assiste néanmoins depuis 2009 à une tendance où le nombre de publications par an sur les nanoparticules multifonctionnelles inorganiques, comme on voit là à partir de 2009 en rouge, surpasse le nombre de publications sur les nanoparticules multifonctionnelles organiques. En ce qui concerne les brevets maintenant, l'intérêt est clairement adressé aux nanoparticules multifonctionnelles hybrides puisqu'elles représentent 64% des brevets. Et c'est en accord avec l'état d'esprit des brevets de sorte à couvrir au maximum les champs de développement potentiel et assurer une protection large. Alors maintenant, si on s'intéresse aux fonctions des nanoparticules multifonctionnelles, donc nous en avons identifié 7 fonctions simples. La fonction ciblage, diagnostic, imagerie, thérapie, délivrance, contrôle et activation. Alors vous avez représenté ici pour chaque fonction simple la proportion de publications pour chaque nature de nanoparticules multifonctionnelles avec les mêmes codes couleurs. Alors à savoir que les nanoparticules multifonctionnelles adressent par définition plusieurs fonctions. Donc chaque publication se retrouve plusieurs fois dans ces histogrammes et que les fonctions simples ainsi définies se recouvrent par définition. Par exemple, l'imagerie est comprise dans le diagnostic. Alors, qu'avons-nous constaté avec les différents résultats obtenus? Que dans les publications, les 4 fonctions les plus représentées sont la délivrance, l'imagerie, la thérapie et le ciblage par ordre décroissant avec plus de 3000 publications. Et que les nanoparticules multifonctionnelles organiques étaient plus souvent associées aux fonctions de délivrance et de thérapie, alors que les nanoparticules inorganiques plus à des fonctions de diagnostic et d'imagerie. Alors dans les brevets, on a constaté une dominance nette de la fonction ciblage, avec plus de 550 familles de brevets, et que les brevets étaient toujours favorables aux nanoparticules hybrides. Alors aussi bien dans les publications au brevet, les fonctions d'activation associées au terme anglais sensitive ou activable et les fonctions de contrôle associées au terme anglais monitoring sont les moins citées dans les 2 cas. Alors maintenant, en ce qui concerne les résultats obtenus pour le croisement entre les familles de pathologies visées et les nanoparticules multifonctionnelles, donc on a identifié 6 familles principales. La famille cancer, maladie cardiovasculaire, maladie neurologique, maladie virale, vaccination, maladie endocrine et maladie infectieuse. Alors vous avez représenté ici pour chaque famille de pathologies visées la proportion pour chaque nature de nanoparticules multifonctionnelles. Donc aussi bien dans les publications et les brevets, le cancer est vraiment la principale application ciblée et de loin par rapport aux autres. Alors certainement du fait de l'abondance des financements pour cette première cause de mortalité au monde, mais également certainement du fait que de nombreuses particules ciblent naturellement les tumeurs solides. Vient ensuite dans les publications les maladies virales et vaccinations et les maladies neurologiques. On n'a pas constaté de réelle spécificité entre la nature des particules et les pathologies.
Alors maintenant, si on s'intéresse un peu plus à la notion de multifonctionnalité de ces nanoparticules, en fait, on a constaté qu'aussi bien dans les publications que dans les brevets, les nanoparticules présentaient un réel caractère multifonctionnel si on utilisait au moins 3 mots-clés liés à des fonctions. Donc, l'étape suivante, on a sélectionné 3 associations de 3 ou 4 fonctions les plus pertinentes en termes de volume de publication et de famille de brevets. Donc l'association ciblage, thérapie et délivrance à finalité thérapeutique, l'association ciblage, diagnostic et imagerie orientée diagnostic, et l'association ciblage, thérapie, diagnostic et imagerie pour des fonctionnalités dites théragnostiques ou théragnostiques, associant de la thérapie à du diagnostic. Et donc on a fait des analyses complémentaires sur ces 3 associations de fonctions. Alors, si on s'intéresse maintenant au croisement entre les associations de fonctions sélectionnées et les natures des nanoparticules, vous avez ici pour chaque association la proportion de volume de publication pour chaque nature de nanoparticules multifonctionnelles. Donc ces résultats n'ont fait que confirmer le constat antérieur pour chaque fonction seule, à savoir que les nanoparticules multifonctionnelles organiques étaient plus l'affaire des fonctions thérapie et délivrance que les nanoparticules inorganiques, plus associées à de l'imagerie et à du diagnostic. Maintenant, si on s'intéresse au croisement entre l'association de fonctions et les pathologies visées, vous avez ici pour chaque famille de pathologies visées, les volumes de publication pour chaque association de fonctions. Et on voit en fait en bleu foncé, ici, notamment ici, pour le cancer et les maladies virales et vaccinations, que l'association ciblage, thérapie et délivrance est la plus représentée pour toutes les familles de pathologies visées dans les publications. Cette hiérarchisation est moins marquée dans les brevets. Alors d'autres résultats ont été proposés dans l'étude. On a fait également le top 10 des auteurs et affiliations pour de nombreux croisements. On a également fait un focus sur le cancer et sur les maladies virales et vaccinations, avec une évolution en étudiant l'évolution au cours du temps du nombre de publications et de brevets, également le top 10 des affiliations et auteurs pour les publications. On a également fait le bilan sur le positionnement de la France sur cette thématique, savoir que la France représente 4% des publications à l'échelle mondiale et 15% à l'échelle européenne, et 2% des familles de brevets à l'échelle mondiale et 12% des brevets à l'échelle européenne. Et l'ensemble de ces résultats ont fait l'objet d'analyses approfondies de la part de nos experts. Donc en bref, par rapport aux différents résultats présentés, on a donc constaté en menant cette étude que le sujet des nanoparticules multifonctionnelles était encore très en amont, cantonné à des acteurs académiques. On pensait aller plus loin dans l'étude, notamment des acteurs industriels, mais aucune autorisation de mise sur le marché n'a été constatée pour l'instant pour une nanoparticule multifonctionnelle, certainement du fait de la complexité de la validation toxicologique et clinique. La suprématie des États-Unis est vraiment indéniable, avec dans ce contexte l'Europe et la France qui restent en marge du domaine. Alors dans les publications qui sont les plus anciennes, les nanoparticules multifonctionnelles organiques sont vraiment les plus présentes, même si depuis quelques années, les nanoparticules inorganiques les surpassent en nombre annuel de publications. D'un point de vue plus applicatif, les brevets sont plus favorables aux nanoparticules multifonctionnelles hybrides. On a également constaté que les nanoparticules multifonctionnelles organiques sont plus souvent associées aux fonctions de ciblage, thérapie et délivrance, alors que celles inorganiques aux fonctions de diagnostic et d'imagerie. Et l'intérêt académique va plus pour les thérapies ciblées, contrairement aux brevets qui sont plus orientés vers la théragnostic, même si cette tendance est moins claire. Donc si vous souhaitez en savoir plus, l'OMNT commercialise l'étude complète. Merci pour cela de vous adresser à notre directeur Sébastien Berger. Et avant de terminer, vous remercier pour votre attention. Je voulais remercier également notre comité d'experts ici qui a joué un rôle central dans la réalisation de cette étude, notamment en définissant clairement le sujet, en nous aidant à définir les mots-clés, mais également en validant la pertinence des résultats obtenus et en définissant les stratégies de recherche sur les bases de données. Et enfin, en rédigeant les différentes introductions et analyses de résultats. Voilà, je vous remercie bien pour votre attention et si vous avez des questions, je suis prête. Oui,
Merci Aïcha, merci beaucoup pour cette première intervention, qui est, je pense, très très intéressante, que comme l'a rappelé notamment Patricia Renaud-Darmine, l'aspect transfert, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN des écoles des mines et du groupe Nanomine. Donc avoir une étude bibliométrique et brevet sur un domaine aussi amont qui peut être très intéressant pour l'avenir, c'est vraiment assez enrichissant. Alors, nous avons du temps pour prendre des questions dans l'Assemblée. Oui. Merci pour la présentation très intéressante. J'ai une remarque d'abord. Pour un mécanicien, quand il parle des particules multifonctionnelles, il part d'abord mécanique, électrique, thermique. Donc ce n'est pas du tout votre cas. Je pense que vous pouvez peut-être spécifier que c'est pour le médical ou quelque chose, bio. Quand il est multifonctionnel. C'est très restreint. Oui, on l'a mis dans le domaine de la santé. Ma question, c'est à un moment donné, vous avez dit que la nature chimique des particules peu d'effet. Enfin, je n'ai pas très bien saisi ce que vous voulez dire. Au début, la nature chimique des particules. Au niveau de la sophistication, au début, là, quand j'ai... on n'est pas rentré plus dans le détail des différentes natures. C'est les experts qui nous ont dit que c'était de plus en plus sophistiqué en jouant sur la taille, la nature, et puis également sur la fonctionnalisation chimique. Mais... Même, je dirais, la tendance, c'est peut-être pas des particules de nature chimique simples, mais des multicouches, etc. Oui, c'est la... Bon, après, je ne suis pas du tout une experte du domaine des nanoparticules multifonctionnelles. Je représente juste les experts qui ont rédigé l'étude. Nous aurons un exemple justement de nanoparticules multifonctionnelles made in France juste après dans l'intervention suivante. Merci, c'est très intéressant. En ce qui concerne la valorisation, c'est-à-dire que les entreprises qui déposent des brevets, parce que c'est plutôt académique actuellement, il manque le passage au milieu industriel. Mais pour ce qui concerne la valorisation, quel type d'entreprise actuellement émerge? Est-ce que c'est des entreprises, des multinationales, des entreprises qui sont déjà sur le marché des médicaments, ou est-ce que ce sont des petites entreprises, des start-up? Où est-ce que ça bouge? Un petit peu des start-up, mais il y en a pas. Enfin, on n'a pas identifié. On voulait vraiment aller plus loin. On n'en a pas identifié qui permettent de continuer l'étude. Donc il y en a vraiment pas. Quelques start-up, une ou deux par-ci par-là, mais il y en a pas. Enfin, la preuve, c'est que sur les brevets, la première qui apparaît est en 8e position et au niveau américain. Donc au niveau français, il y a pour l'instant normalement des études cliniques qui sont en cours, comme on est dans le domaine de la santé, mais rien encore de concret pour pouvoir présenter. Merci. Bien. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a, il n'y a pas encore donc de particules qui ont la MM, mais est-ce que vous savez un petit peu la proportion de brevets qui donnent lieu à des études cliniques derrière? Je ne sais pas du tout, je sais juste que... C'est vrai qu'on n'a pas regardé plus en détail ce passage-là. C'est vrai que on s'est intéressé aux nanomédicaments. On a fait une analyse au niveau nanomédicaments de manière générale qui ont reçu leur validation. Et c'est vrai qu'au niveau des essais cliniques, on n'a pas été... C'était assez complexe à chercher puisque certaines molécules sont pas appelées multifonctionnelles, mais par leur nom de molécules et comme on ne les connaît pas. Oui, Philippe Girard de Total. Juste un petit commentaire. On s'est aperçu d'un industriel. On s'est aperçu dans les débats sur les nanotechnologies, en particulier le débat qui a eu lieu en France, que le niveau d'acceptation sociétale des nano-choses était très très bas. Et il y a beaucoup d'industriels aujourd'hui qui brevettent sans mentionner du tout nanotechnologie, nanoparticules, nanosystèmes. Vous prenez l'exemple de L'Oréal qui utilise énormément de nanoparticules dans les cosmétiques ou de nanostructures dans les cosmétiques. Vous en avez peut-être sur vous si vous mettez du rouge à lèvres d'ailleurs. Eh bien, ils n'utilisent plus du tout le mot nano. Et en plus, la législation aujourd'hui impose dans les laboratoires de recherche de tracer toutes les nanostructures que vous voulez bien acheter. Et donc, au niveau des brevets, vous allez avoir une disparition des mots nano,
quelque chose très rapidement. Oui, c'est vrai qu'on a été vraiment confronté à cette difficulté-là. Donc, ce que je disais au début, que certainement les chiffres sous-estiment légèrement la réalité. Merci. Donc c'est vrai que les aspects sociétaux sont extrêmement importants. Ça fera d'ailleurs l'objet de la dernière thématique de ces journées. Il faut savoir qu'on a un centre de sociologie et d'innovation à l'école Limin de Paris ici. Donc on prend aussi en compte de manière pluridisciplinaire même ces aspects sociétaux avec des sociologues, ces aspects-là qui sont cruciaux pour développer quelque chose et les mettre sur le marché. Oui, Aurélie. Merci. Alors, je profite d'avoir le micro justement pour demander aux gens qui posent des questions de se présenter, comme l'a fait le dernier intervenant. Voilà. Et j'avais une petite question. Est-ce que vous êtes allé plus loin sur cette étude, notamment en termes de perspective? Donc, vous avez dit que les chiffres montraient qu'il y avait une utilisation, enfin, une quantité de publications et de brevets croissants des nanoparticules multifonctionnelles. Est-ce que vous avez une idée à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer et des échéances, notamment sur l'utilisation industrielle de ces nanoparticules? Alors, on n'a pas pu aller plus loin. On avait comme je le disais juste avant, on avait pour ambition vraiment on avait fait une collaboration avec le BEM et le CELIS du CEA pour aller plus loin. Mais il s'avérait qu'on ne pouvait pas du tout faire de projection. Parce que, il y avait beaucoup de volumes de publications, ça publie sur pas mal de particules très très différentes, mais on ne sait pas comment ça pourra émerger. C'est vrai que c'est une impression qu'on avait. Le sujet est émané d'un de nos groupes où on avait pas mal de contributions sur articles dans le domaine, du groupe micro et nanomédecine notamment, et on voulait juste faire vraiment le point sur le sujet. On s'est rendu compte que certes il y a beaucoup de publications, mais pour l'instant, on est au stade de développer, de voir si ça marche au niveau in vitro. Et il y en a quelques-unes, comme je disais, vraiment très peu qui vont vers les essais cliniques déjà. Donc au niveau perspective, c'était difficile. Parce que les volumes, notamment de publications, on avait un corpus de référence de plus de 10 000 publications. Donc voilà. Une dernière question. Evelyne Hervé-Luanco, Centre des matériaux. Vous avez montré les chiffres sur les brevets, vous n'avez pas les chiffres en noir dans les années 2011-2012. Parce qu'en gris, enfin gris ou bleu, je ne sais pas, moi je vois gris, ça baisse déjà en 2011-2012. Est-ce que vous avez les chiffres noirs? Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, au tout début, sur les tendances générales. Oui, vous ne les avez pas en 2011-2012? Non, au moment où on a fait l'étude, après, comme on a sous-traité l'étude brevet, fallait refaire un contrat pour pouvoir... Parce que comme les autres, ça baissait, alors je crois que c'était au niveau européen, je ne suis pas sûre d'avoir retenu, je ne sais pas si vous avez le transparent, le gris-bleu, deuxième peut-être, oui. Oui, c'était tout... Ouais, c'est là. Là, donc on voit à droite 2011-2012 que... Enfin non, par rapport au gris, il y a une petite baisse dans le noir, là, et donc la question qu'on se posait, je me posais, c'était... Est-ce que cette baisse continue, sachant que vous avez dit qu'il n'y a pas d'AMM, donc est-ce que ça va finir par limiter le nombre de brevets? On n'a pas la réponse, mais certainement, ça vient peut-être du fait de la remarque de monsieur sur le fait qu'on enlève de plus en plus le mot nanoparticules. Ça peut être une conséquence, mais on n'a pas les chiffres. Et puis peut-être juste un petit mot d'un point de vue personnel, c'est vrai que l'une des difficultés aussi dans le domaine de la santé, c'est entre le dépôt de brevets pour protéger et avec la durée des études cliniques, des différentes phases pour mettre sur le marché. Il faut bien calibrer le moment où on va déposer le brevet, parce que la protection est quand même assez limitée, c'est des choses qui coûtent très cher. Donc c'est aussi qu'il y a un enjeu aussi d'un point de vue stratégique, qui est assez compliqué à gérer. Voilà. Merci, donc c'est juste une question rapide. Je voulais savoir si, à la suite de l'étude sur les brevets, on avait réussi à extraire les principales entreprises ou industries qui communiquaient ou qui brevetaient sur le sujet de ces nanoparticules. On a fait le top 10 aussi bien académiques, je crois même le top 20 sur les tendances générales. D'accord, non, parce que je ne sais plus si vous l'avez montré. J'ai pas mis les graphes, j'ai mis juste le top 3. D'accord, ok. Donc pour vous épargner le listing. D'accord, ok, très bien. Mais on a le top 20, donc il y a quelques industriels, le premier en 8e position. D'accord. Il y en a vraiment très peu. Merci.
Merci beaucoup. Donc, je vous propose d'enchaîner avec la prochaine présentation. Donc, merci Aïcha pour ton intervention.